Donc l'histoire de l'art ne commence qu'après la mort de l'œuvre, comprenez-vous? Tant que l'œuvre est vivante, il y a des correspondances avec les gens qui vivent en même temps, et qui l'ont accepté, qui l'ont refusé, qui l'ont discuté. Ces gens-là meurent et l'œuvre meurt aussi. À ce moment-là, c'est l'histoire de l'art qui commence. Ici, tout commence. Oui, c'est le commencement d'une nouvelle vie en 1911. Vous connaissez probablement Marcel Duchamp pour son urinoir, son porte-bouteille ou encore sa roue de bicyclette. En effet, cet artiste est reconnu pour être le père de l'art conceptuel et donc, pour faire simple, le père de l'art contemporain. Ses choix audacieux et ses réflexions l'ont amené à ouvrir de nouvelles portes qui ont laissé le champ libre à d'autres artistes contemporains dans les années 60. Le concept de ready-made qu'il amorce dès 1913 est simple. Faire perdre la fonction d'un objet du quotidien et son utilité en le détachant de son contexte, en le signant et en prenant position en tant qu'artiste, Duchamp repousse les limites de la définition d'une œuvre d'art, questionne le rôle de l'artiste, les choix et les goûts des critiques et des amateurs d'art de l'époque, mais aussi questionne le rôle et l'importance du spectateur, du public. Cette vidéo n'est pas une tentative d'expliquer l'œuvre de Marcel Duchamp dans sa totalité, mais plutôt de se pencher sur quelques années déterminantes, et notamment l'année 1911, puisque cette vidéo fait partie d'une série qui a pour but de montrer les différentes pratiques artistiques de l'époque, entre les différentes avant-gardes, et juste avant le tournant irréversible de la Première Guerre mondiale. Marcel Duchamp a pratiquement cessé de peindre dès la fin des années 1910, pour se consacrer au ready-made, aux jeux d'échecs, et à des œuvres conceptuelles. En 1911, son nu descendant un escalier est refusé au Salon des Indépendants par ses collègues cubistes. Duchamp, dépité, se détourne alors de la peinture et commence à travailler à la bibliothèque Sainte-Geneviève où il développe son érudition. Il cherchera désormais à rendre l'art intellectuel. C'est pourtant en tant que peintre qu'il devient célèbre aux États-Unis suite au scandale suscité par son nu numéro 2, 2 ans plus tard. Cette notoriété facilite son installation à New York en 1915 en compagnie de son acolyte Francis Picabia, alors que la Première Guerre mondiale met les milieux artistiques parisiens sous cloche. Avant de rentrer dans les détails, il est important de noter que Duchamp s'inscrit ensuite dans le mouvement Dada. L'une des lignes directrices est la désacralisation de l'art et le refus de toute logique. Né en 1916 en réaction à l'absurdité de la guerre, Dada se présente comme un mouvement anti-art qui rejette les institutions culturelles. Cette avant-garde ne s'éternise pas longtemps mais sera fondateur pour la suite. Mais revenons en arrière. Né en Normandie en 1887, il est le 3e enfant d'une famille qui en compte 7. Fils d'un notaire et d'une musicienne accomplie, Marcel Duchamp s'initie au dessin et à la peinture auprès de son grand-père et de ses frères, tous artistes. Après un bac artistique, mais un échec à être admis aux Beaux-Arts, il décide de devenir peintre en autodidacte. En 1904, il s'installe à Paris dès ses 18 ans, fréquente la communauté intellectuelle de l'époque, produit des caricatures et devient joueur émérite de billard avec son ami peintre espagnol Juan Gris. Toutes les tendances de l'époque le tentent, mais aucune ne lui convient vraiment. Alors, dans les années 10, il s'essaye et produit des peintures aux styles divers, inspirés par ce qu'il voit au salon. Quand il décide de peindre son père en 1910, on voit nettement les influences des impressionnistes et notamment de Cézanne. La partie d'échecs, et notamment le choix de ce sujet et son style, montre l'influence du fauvisme. Quant à la toile Le Buisson, il se réfère plutôt au symbolisme. Il obtient des résultats parfois complexes, voire hermétiques, avec des agencements d'objets et de personnages. Il en vient à expérimenter les effets de la chronophotographie. Dans toute son œuvre, il sera préoccupé par le temps, la vitesse et la décomposition des mouvements. Le cinéma lui ouvre un nouveau champ d'expérience. La question est de savoir comment représenter le mouvement en peinture. La démultiplication d'une même personne apparaît dans la dulcinée, sous une forme plutôt originale. Ce portrait d'une seule femme est dupliqué en 5 parties partiellement superposées. Toutefois, le tableau ne représente pas encore le mouvement. Présentant une série d'images statiques ressemblant aux images d'un film,
Duchamp invite le spectateur à les animer mentalement dans un mouvement fluide. Dans Sonate, une peinture commencée dans la maison familiale à Rouen, Marcel Duchamp, âgé de 24 ans, montre à nouveau plusieurs femmes, ici ses sœurs, donnant un récital musical, et sa mère, au fond. Ces deux œuvres marquent les premières tentatives de l'artiste dans le cubisme, un style qu'il a défendu et imité avec ses frères. C'est vraiment le passage entre l'ancienne peinture de ma vie et la nouvelle. Enfin, en tout cas, il y a là une interprétation du cubisme un peu simpliste, j'avoue. Mais quand même, il y a quelque chose dans la répétition. C'est vraiment un départ, ou du moins une scission, si j'ose dire. C'est plutôt la répétition des mêmes personnages qui m'intéressaient en représentant le même personnage. Comprenez-vous, répéter plusieurs fois dans la même toile. Les joueurs d'échecs est un tableau manifeste de Duchamp, témoignant d'une nouvelle phase de sa pratique picturale qui connaît une évolution profonde et rapide depuis 1908. Joueur d'échecs passionné, il peint ici ses deux frères, Jacques Villon et Raymond Duchamp-Villon, disputant une partie. Peinte à la lumière du gaz, l'œuvre affiche des tons sombres qui caractérisent les recherches cubistes au tournant des années 10. À cette époque, le jeune artiste participe aussi avec ses frères aux discussions du groupe de Puteaux, démultipliant les formes. L'œuvre rend compte de l'intérêt qu'il porte alors à la notion de quatrième dimension. Leurs profils se répètent pour suggérer le déploiement de leur attention au fil du temps. Les pièces d'échecs qui flottent dans la zone étroite entre eux représentent les projections mentales des joueurs sur la partie. Duchamp appréciait la rigueur intellectuelle des échecs et cherchait une base conceptuelle similaire pour son art. Alors ici, on arrive au grand événement, hein? Oui, ça a été le grand événement, mais c'est le grand événement malgré moi. Mais le tableau qui nous intéresse le plus aujourd'hui est sans aucun doute le nu descendant d'un escalier numéro 1 et aussi numéro 2. Nous allons voir que Marcel Duchamp s'attaque véritablement au problème du mouvement en peinture. Il répète les éléments du corps humain dans une descente d'un escalier de manière plutôt abrupte, un escalier en colimaçon. Cette évocation du temps écoulé dans une composition plutôt statique résonne avec les œuvres futuristes de Giacomo Balla, Gino Severini et les autres futuristes. Avec ce tableau, Duchamp se situe alors entre le cubisme et le futurisme, deux mouvements alors complètement différents, voire même en concurrence. Marcel Duchamp est un artiste qui ne s'est jamais véritablement inséré dans un courant artistique. Il les a tous plus ou moins survolés, y a pioché dans l'un et dans l'autre pour pouvoir s'affirmer lui-même en tant qu'artiste singulier. Cette première tentative déroute déjà, mais c'est surtout le nu descendant numéro 2 qui fait scandale et qui va faire beaucoup parler de lui. On peint un tableau et c'est les autres qui le regardent ou qui décident. C'est pas de ma faute si ce tableau a eu un succès. Pour moi c'était la même chose que l'autre tableau, il n'y avait pas de différence essentielle. Cependant, il a eu un peu plus de succès que les autres, ou du moins en tout cas un succès de scandale, ce qui n'est pas toujours à dédaigner, je crois. Cette peinture vise à élargir notre perception du corps humain en mouvement. Ici, l'arrière-plan disparaît presque. C'est un gros plan porté sur la mécanique du sujet. Sans les préparations antérieures qu'on vient de citer, on aurait du mal à comprendre immédiatement ce tableau. Entre son engagement extrême avec le cubisme et le futurisme italien amorcé en 1909, cette toile si novatrice a également précipité sa rupture avec ses amis cubistes. Même à Paris, quand j'ai exposé, il y a eu des histoires aux indépendants, que les cubistes copains, les copains cubistes, ont trouvé que c'était un peu exagéré comme cubisme. Aujourd'hui, on s'aperçoit que ce n'est pas du cubisme au sens théorique du mot. C'est un cubisme à moi, si vous voulez, qui est mélangé de mouvement, d'introduction du mouvement et qui est plus futuriste dans ce sens-là, tout en restant à la gamme cubiste au point de vue couleur. Ce tableau est difficilement compréhensible à première vue. Je pense que la plupart du temps, on n'a pas vraiment l'impression de découvrir un corps humain. Lorsque l'œuvre fut finalement présentée à l'Armory Show, exposition d'importance majeure qui défendit l'art moderne devant un large public à New York en 1913, elle rencontra une réaction publique hostile et forgera la réputation de Duchamp comme un artiste engagé, audacieux et provocateur. Nous l'avons vu déjà avec Kandinsky dans une autre vidéo et nous le verrons avec d'autres artistes. Entre 1907 et 1914, il y a beaucoup d'artistes qui se rapprochent de l'abstraction et qui naviguent entre abstraction et figuration.
Marcel Duchamp est vu par certains comme un philosophe évoluant sans encombre dans le monde des idées et qui s'est fourvoyé dans celui des arts plastiques. Mais finalement, qui était vraiment Marcel Duchamp ? Était-il ce personnage hautain qui voulait révolutionner à lui seul le monde de l'art comme on a tendance à l'imaginer ? Marcel était un grand bricoleur, plutôt discret, assez réservé, curieux et un joueur passionné par les jeux d'échecs. Cette activité récurrente était d'ailleurs pour lui une façon atypique d'entrer en contact avec l'autre. Dès ses débuts, il a toujours été prêt à remettre en question l'ordre établi, qu'il soit social, politique ou culturel. Tellement déçu, voire frustré par son rejet du groupe cubiste, Marcel a compris qu'il devait faire son chemin seul et aller au bout de ses idées, peu importe ce que ses amis en pensaient. En fin de compte, Duchamp a très vite été mal compris. Très attaché à l'humour, il a souvent été jugé trop ironique pour le milieu de l'art si sérieux. Dans cet épisode, j'ai voulu montrer comment le jeune Duchamp aura rapidement évolué en peinture d'abord, avant de s'affirmer ensuite en tant qu'artiste novateur, subversif et pluridisciplinaire. Peint à 25 ans, son nu descendant un escalier, loin d'être un nu classique, est en fait l'incarnation de l'être humain en mouvement, et l'une des premières œuvres qui témoigne de cette fascination pour ce sujet à l'époque. En se détachant des attentes traditionnelles du public, ce tableau aura été son premier coup d'éclat. Il abandonne l'année suivante la peinture au profit d'une nouvelle manière de penser l'art, afin de toujours se renouveler, sans proclamer son attachement à un groupe en particulier, car Marcel Duchamp a été l'un des artistes qui a suivi le plus sincèrement sa quête de liberté. Nous avons peut-être une idée tout à fait fausse, tout à fait inexacte. Nous pensons, un certain jour, Marcel Duchamp s'est arrêté de peindre. Pourquoi ? C'était pas un jour, un soir à 8 heures. C'était une chose lente, et ça n'est même pas une chose définitive. Je pourrais, si j'avais encore la vigueur suffisante, certainement je recommencerais. Je n'ai pas fait de vœu d'aucune sorte dans ce sens-là. J'ai simplement été arrêté par le fait que mon époque, en tout cas, ne répondait plus à mes désirs personnels dans ce sens-là. Pour commencer, en faire une seconde, une troisième, une cinquième, une vingtaine. Des tirages. Le tirage. Et ça, j'ai toujours répugné. Y ayant répugné, il est arrivé que j'ai produit extrêmement peu. Parce que je ne pouvais pas répéter. L'idée de répéter pour moi dans un artiste est une forme de masturbation. Pour conclure, ce tournant amorcé en 1911 entre cubisme et futurisme, qui aboutit au succès scandale de 1913, lance véritablement la carrière de ce jeune artiste. Duchamp incarne dès lors ce pont artistique entre l'Europe et les États-Unis, mais qui pouvait se douter qu'il serait un jour reconnu comme une figure incontournable de l'art moderne, imminent précurseur de l'art contemporain. J'espère que cet épisode vous a plu, que vous avez appris de nouvelles choses ou consolidé vos connaissances. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur l'histoire de l'art moderne. Vous pouvez laisser votre avis en commentaire et m'indiquer votre satisfaction avec un pouce en l'air. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode sur un autre artiste qui a marqué à sa façon l'année 1911. Il y a beaucoup de hasard dans l'histoire de l'art. Et je ne crois pas que tout ce que nous voyons et que nous considérons comme des choses extraordinaires aujourd'hui dans les musées soit tout ce qui a été fait de mieux dans le monde et que beaucoup de génies ont d'abord péri par leur manque de sens. Enfin, ils n'ont pas compris comment on pouvait rester génie toute sa vie.